Le chant des sirènes. Bonjour et bienvenue sur Le Chant des Sirènes, l'émission de société et d'actualité qui porte la voix des femmes sur Westrack Radio, la radio associative et indépendante havraise. Ici, on parle initiative locale, faits du moment, infos et chiffres clés. On tire des portraits, on se pose des questions de société et surtout, on parle des femmes. Depuis 99 émissions, on s'arme pour mieux comprendre et lutter contre les injustices, les inégalités, les violences faites aux femmes. Vous pouvez d'ailleurs écouter cette émission et les 98 précédentes sur le site de Westrack Radio et sur toutes les plateformes de podcast. Et donc, le chant des sirènes, c'est la réunion, non pas à Tupperware, mais c'est la réunion de femmes autour des micros de Westrack pour parler de nos coups de cœur et de nos coups de gueule. Et souvent, on en a beaucoup, à la fois les coups de cœur et à la fois les coups de gueule. Et ce soir, il flotte peut-être un peu plus que d'habitude un air de bagarre, car les sirènes ont préparé des missiles sonores. On n'est plus dans les bonbons sonores. En 2024, armement et tout. On est dans l'offensive, exactement. D'ailleurs, on salue Doris qui devait nous parler de femmes assassines qui tiraient plus vite que son ombre. Mais qui nous a oubliés, mais on t'embrasse, Doris. Et on te dit à la prochaine. Marine, ce soir, tu nous as fait un medley d'actualités plus... Oui, comment les définir Alors ça va être compliqué parce que je voulais parler d'un sujet et l'actualité c'est superposé à des couches de merde, voilà. Donc en fait je vais faire un petit topo de voilà. Un petit topo de la situation. Je vais appeler cette chronique le cri primal. Le cri primal, d'accord, très bien, on a d'en savoir plus. Laura, tu vas donner de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Oui, exactement. Je vais parler encore un peu de mon boulot, et notamment de la voix et de la transidentité. Très bien, merci. Merci de nous parler de ton travail, parce que c'est un travail dont on ne parle pas souvent. Donc Laura qui est orthophoniste. C'est ça. En effet, impossible de pas rebondir sur une actualité devenue notre quotidien, où les violences, l'irrespect envers les femmes est toujours aussi présent. Et donc, on va passer à l'offensive, mais avant, on va saluer des auditrices qui sont dans notre studio ce soir, qui viennent prendre des notes pour préparer une émission que vous pourrez écouter le 25 mars. Je vois qu'il y en a déjà qui écrivent sur leur carnet. Voilà, bonsoir mesdames, et bienvenue parmi nous. On espère que ce que vous pourrez entendre, les bêtises et tous les gros mots qu'on dira, parce qu'on va en dire plein, on est désolé, on s'excuse. Vous ne direz pas à vos parents. Vous ne direz pas à vos parents, vous n'aurez pas le droit d'en dire, vous par contre, mais on espère que ça vous inspirera et que ça vous plaira. Voilà, en tout cas, vous derrière vos postes, vos écouteurs, dans votre voiture, sur votre canapé, préparez-vous pour la bagarre. On va commencer, comme d'habitude, en musique par la sélection musicale de Marie, que je n'ai pas précisé, mais bien évidemment que Marie est là ce soir. C'est pas grave. Mais en même temps, ça tombe sous le sens que tu sois là, qui s'occupe, Marie, comme d'habitude, de la technique et surtout de la sélection musicale. Oui, tout à fait. Donc bonsoir tout le monde. On va commencer par un petit morceau d'un projet norvégien qui s'appelle Kettklor. C'est du garage rock aux guitares fusées, batterie, synthétiseur avec des paroles hargneuses qui s'unissent pour rendre les émotions négatives dansables, mochables, hochables, tout en se moquant de l'amour, de la perte et de la vie dans une fontaine. Et ils passent leur vie, et imaginent passer leur vie dans une fontaine de soda postmoderne. C'est un morceau extrait du dernier album de Kettklor sorti en 2023 et il s'appelle Fake.
Et vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio. Et comme on disait tout à l'heure, en effet, on est prête pour la bagarre. Et c'était une bonne musique de bagarre. Merci Marie pour la proposition. C'est super. Et donc on va démarrer cette émission en commençant par une petite note d'actualité. Ah pardon, excusez-moi, je n'étais pas prête. Je vous en prie, allez-y. Et est-ce que tu es prête maintenant, Marie ? Oui, tout à Tu fait. voulais nous parler des chiffres et des lettres ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai déjà un chiffre. Alors, aujourd'hui, le Haut Conseil à l'égalité vient de publier son rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Parmi des résultats alarmants, un chiffre interpelle. 37% des hommes se sentent menacés par le féminisme. Oui. Je suis pas étonnée en même temps parce que c'est vrai que je trouve qu'ils se sentent pas assez menacés en fait. C'est pas mal 37% quand même. Il faudrait plus. À quelques jours, le 25 janvier, c'est la journée nationale contre le sexisme. Donc le Haut Conseil à l'égalité a publié son rapport qui s'intitule S'attaquer aux racines du sexisme. On y découvre donc les chiffres alarmants. 37% des femmes interrogées disent avoir subi au moins une situation de non-consentement. 28% des hommes entre 25 et 34 ans pensent que les hommes sont davantage faits pour être patrons. Et 9 femmes sur 10 déclarent avoir personnellement subi une situation sexiste. Pourtant, malgré ces données effrayantes, un chiffre saute aux yeux et interroge. 37% des hommes considèrent que le féminisme menace leur place dans la société, et ce, selon toutes les catégories d'âge confondues. Donc, vous n'êtes pas prêts d'avoir peur, les gars, parce que ça va pas s'arranger pour vous. Donc voilà, c'était le chiffre du jour. Okay. Et puis, le mot qui sont 2 mots, c'est réarmement démographique. Oui, forcément, on ne pouvait pas ne pas en parler ce soir. Alors moi j'en ai marre qu'on me parle de guerre tout le temps. Alors je sais que malheureusement il y a des guerres partout dans le monde, mais justement on en a assez. Il n'y a pas des communicants à l'Élysée qui préparent les discours, qui peuvent trouver d'autres vocabulaires en fait que tout le temps un vocabulaire guerrier. Et puis Macron, heureusement lui il n'a pas fait d'enfant parce qu'on n'a pas envie de Macron Junior, mais voilà, je trouve ça encore instrumentaliser le corps des femmes. Voilà, déjà il y aurait beaucoup de choses à faire pour réinciter les gens à avoir envie d'avoir des enfants, comme des places en crèche disponibles pour toutes et tous. La démission de Darmanin. La démission de Darmanin qui est accusé de viol. Et puis voilà, faudrait faire une petite razzia. J'avais commencé à écrire ma lettre au Père Noël et mes bonnes résolutions. J'avais commencé à constituer un gouvernement, mais je vous le réserve pour plus tard parce que j'ai pas fini, mais bon. Et on a hâte. Ouais, et juste par rapport aux 37% là, d'hommes qui flippent aussi d'être menacés par le féminisme, il y a aussi toute une veine en fait de traditionnalisme, de réactionnaire et tout, comme des comptes TikTok en fait où c'est des femmes, c'est hashtag tradwife, donc la femme traditionnelle ou la copine au foyer, dans lesquelles des femmes se mettent en scène jouant le rôle de la femme au foyer parfaite, sans emploi et s'occupant des enfants, de quoi tirer la sonnette d'alarme. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Moi, je suis pas sur TikTok, parce que je suis trop vieille. Mais vu qu'on a des jeunes parmi nous, on pourra en parler, parce que j'imagine que vous en connaissez beaucoup plus que nous. Mais ça, on se garde pour l'émission plus tard. Voilà pour moi. Justement, sur cette question de parentalité, j'ai vu passer une information. C'est la ville de Lyon qui a adopté une nouvelle mesure. Là, c'était au mois de décembre. C'était un congé paternité, donc un congé pour les pères, les nouveaux pères, ou congé second parent de 10 semaines. Alors aujourd'hui, la réglementation en France, c'est 28 jours de congé paternité pour les pères ou second parents. C'est en vigueur depuis juillet. Pardon ? Ça fait pas longtemps. Oui, ça fait depuis juillet 2021 que c'est en vigueur en France. Et donc là, la ville de Lyon a décidé pour les agents, pour les salariés de la ville, de passer à 10 semaines de congé paternité. Donc on peut que s'en réjouir. C'est une super chose que les agents masculins ou les seconds parents aient cette possibilité-là. Et c'est la première collectivité en France qui propose ça. Et ce que je me suis demandé avec cette nouvelle, c'est savoir si les congés paternité qui avaient été allongés donc en 2021, qui étaient passés, je crois que c'était 10 jours, 12 jours avant, 14 jours, 10 jours, ouais, de passer de 10 à 28 jours, on était déjà très contente de ça. Savoir quel est un peu le bilan en fait de ce congé paternité. Je crois que les pères ne prennent pas tous leurs 28 jours malheureusement. Voilà, alors en fait il y a a priori, j'ai déjà ce qui est déjà assez qui veut dire beaucoup de choses, c'est que j'ai
pas beaucoup trouvé de chiffres et d'actualités là-dessus, de bilans, d'études, de rapports. Et en effet, 65% des pères, a priori, en 2021, ont posé la totalité des congés paternité. Alors, on va dire que c'était la première année, donc peut-être que c'est mieux maintenant. Donc, à voir, voilà, si non seulement c'est un congé qui est pris par les hommes, et si ça a une incidence aussi positive sur le foyer, sur le postpartum de la mère, sur la réorganisation du travail, sur aussi le sentiment que peuvent éprouver des hommes de manque de légitimité quand ils se retrouvent à aller très rapidement reprendre le travail et que la maman reste à la maison avec le bébé. Donc voilà, affaire à suivre, à voir à Lyon si cette expérimentation donne des petits. Marine, tu avais quelque chose à nous partager en parlant de petits. Voilà, j'ai aussi un chiffre, c'est 60 enfants dorment à la rue en ce moment au Havre. Il y a eu une action de RESF, donc Réseau Éducation Sans Frontières, hier, qui profitait que le maire soit à la bibliothèque Niemeyer pour l'interpeller sur cette question-là. Donc 60 enfants en plein hiver, si vous pouvez, vous de votre côté, rejoindre les manifestations de RESF, les contacter éventuellement les gens de la mairie aussi pour que pour faire le forcing, parce que des enfants, mais quelles que soient les personnes dans la rue, de toute façon les 60 enfants dans la rue, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Eh ben, écoute, on essaiera peut-être de partager ça et en tout cas de se faire le relais. Et puis, dernière actualité, alors là, on sort complètement du Havre, de la France et même de l'Europe. Je voulais parler d'une femme qui en a, Ekaterina Dounttsova. C'est une femme politique russe, indépendante, engagée pour la paix, et qui a soumis mercredi dernier son dossier de candidature à l'élection présidentielle de mars 2024 de Russie. Waouh. Voilà. Bon courage. Voilà, donc on sait de toute façon d'ores et déjà que Vladimir Poutine, l'actuel président, va être réélu, puisque voilà, on connaît très bien l'issue de cette élection. Mais en tout cas, aujourd'hui, son dossier a été reçu. Il lui reste maintenant à réunir 300 000 signatures. Alors, à l'échelle de la Russie, c'est pas quelque chose non plus d'infaisable, mais bon, quand même. Il y a quand même assez peu de chances qu'elle parvienne à les réunir dans une élection, comme je disais, où on connaît déjà le vainqueur. Mais quand même, c'est audacieux et c'est de sa part, c'est une belle détermination qu'on peut que saluer, parce qu'on sait à quel point les opposants, ou en tout cas ceux qui expriment un avis différent que le président de la Russie, peuvent recevoir comme retour. Donc bravo à elle. Voilà, petit tour d'actualité locale, nationale et internationale. Eh bien, avant de continuer l'émission et à vous raconter tout ce qu'on a à vous raconter, on va se réécouter un petit morceau de musique. Ouais, tout à fait. On va écouter un groupe qui s'appelle Cousine Like Shit, qui est un duo post-trash autrichien composé de deux cousines, d'où le nom, Anna et Laura Bredfoss. Voilà, le morceau s'appelle Barbie et on écoute ça tout de suite. She's got animals too. I've got a pilot's license, a Porsche, and a dream house in Malibu. Dream house in Malibu. You call me Bobby, but my name is Barbara. You call me stupid, but the truth is I got a degree law. You reduce me to my body, but I'm so much more. License, a Porsche, and a dream house in Malibu. Dream house in Malibu. You call me Bobby, but my name is Barbara. You call me stupid, and the truth is I got a degree law. You reduce me to my body, but I'm
Et vous êtes de retour sur le Chant des Sirènes sur Westrack Radio et c'était Cousins Like Shit c'était Barbie de Cousins Like Shit. Tout à fait. Merci Marie pour la sélection musicale. Avec plaisir. Et donc ce soir, Laura, tu as décidé de nous parler, j'allais dire encore une fois, mais dans le bon sens du terme, de ton métier et tes connaissances professionnelles. Et donc on t'écoute. Oui, je vais vous parler de voix ce soir, puisque à la radio, la voix, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc l'orthophonie, ça ne tourne pas qu'autour du langage. On travaille vraiment plein de domaines dans ce métier. C'est pour ça que c'est un métier passionnant. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du domaine de la voix, qui me tient particulièrement à cœur depuis quelques années. Car l'orthophonie, c'est travailler la voix, c'est la réparer, c'est l'améliorer, c'est la récupérer, ou parfois même la changer. La voix contribue tout autant que le physique à l'identité d'une personne. Elle traduit souvent la personnalité, les émotions, mais aussi surtout le genre de la personne. Et depuis donc bientôt 10 ans, je prends en charge des patients qui ont des pathologies vocales souvent très diverses, des paralysies des cordes vocales suite à des chirurgies, des cordes vocales abîmées suite à du forçage vocal, des cordes vocales fatiguées dans les maladies comme la maladie de Parkinson. Et il y a 3 ans, j'ai reçu ma première demande de féminisation de la voix, de la part d'une patiente transgenre qui était en cours de transition. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais répondu tout de suite positivement parce que je trouvais que c'était passionnant. Et en fait, une fois le téléphone posé, je me suis précipitée dans mes cours, dans mes notes, parce que c'était la première fois que j'allais me lancer dans ce type de rééducation et que dans ma formation initiale, on m'en avait jamais parlé. C'était vraiment encore un sujet tabou, je pense, à l'époque, et c'était pas du tout abordé dans les études d'orthophonie. Donc j'avais un peu la pression parce que j'avais dit oui et qu'il fallait que je me mette au boulot. Du coup, je me suis formée très vite grâce à une formation en ligne pour être un peu plus spécialisée sur cette rééducation et surtout pour être prête du coup à en accueillir d'autres. Et je me suis rendu compte que justement ces patientes et ces patients étaient très en demande et étaient souvent très stressés justement, presque autant que moi je pense au départ, de faire la démarche faire cette démarche de transition de voix. Et j'ai constaté d'ailleurs ensuite qu'elles n'étaient pas si nombreuses au début, les femmes trans qui passaient le cap de transformer leur voix et de contacter une orthophoniste. Je parle surtout des femmes, puisque c'est pour l'instant la majorité des demandes que j'ai reçues, c'était vraiment sur la féminisation de la voix, mais j'espère qu'un jour, j'aurai également des demandes d'hommes trans. Alors je vous fais un petit point anatomique sur les cordes vocales. Car les cordes vocales des hommes et des femmes ne sont pas du tout les mêmes. Elles diffèrent sur plusieurs points. Elles sont plus grandes chez les hommes et elles sont plus fines chez les femmes. Et donc les cordes vocales fines et courtes vont vibrer plus vite et émettre des sons plus aigus. Alors que chez les hommes, les cordes vocales longues et épaisses vont vibrer un peu moins vite et donc produire des sons plus graves. Voilà pourquoi on n'a pas la même voix quand on est un homme et quand on est une femme. Et donc chez les personnes qui sont en transition femme vers homme, les hormones qui sont prises en traitement vont épaissir un peu les cordes vocales et vont rendre la voix plus grave. Donc naturellement, chez ces personnes-là, la voix va s'aggraver. En revanche, dans la transition inverse homme vers femme, l'hormonothérapie ne rétrécit pas les cordes vocales, elle n'agit pas du tout sur les cordes et donc ne rend pas la voix plus aiguë. C'est pourquoi plus de femmes transgenres ont besoin de faire de l'orthophonie et demandent un accompagnement. Il existe des chirurgies, mais alors qui sont encore un peu barbares sur les cordes vocales. Donc en général, elles préfèrent passer par la rééducation orthophonique qui est quand même beaucoup plus simple douce. Et qui n'attaque pas du tout les cordes vocales directement. Et donc plus concrètement, comment ça se passe les séances de rééducation vocale ? Il y a plusieurs critères qui composent évidemment le genre d'une voix. Il y a l'articulation, la résonance, la prosodie, c'est la mélodie de la parole, l'intonation, le rythme, le débit. Et donc les séances d'orthophonie vont se baser sur tous ces critères-là, avec des exercices précis qui vont travailler chacun de ces domaines. Évidemment, il s'agit d'un long travail qui nécessite beaucoup de motivation de la part des patientes, beaucoup d'applications aussi, puisqu'on se voit 1 à 2 fois par semaine et qu'elles ont en plus des exercices à faire quotidiennement. Et les patientes qui nous appellent sont en général toujours très motivées. Elles parviennent en général à trouver aussi une nouvelle voix, leur voix, car c'est bien là notre rôle quand même en tant qu'orthophoniste, c'est de les accompagner dans leur transition et de les aider à trouver leur voix.
Ah, très bien. Et est-ce que c'est un accompagnement de toute une vie ou est-ce qu'à un moment, après un certain nombre de séances, tu trouves ta voix et tu n'as plus besoin de le travailler? Oui, heureusement, c'est pas toute une vie. C'est, je dirais, entre 20 et 30 séances minimum. Donc, ça prend en général 3 mois de rééducation. Au bout de 3 mois, s'il n'y a pas du tout de résultat, évidemment, on peut continuer. Mais moi, sur les expériences que j'ai eues, en général, déjà, au bout de 3 mois, ça commençait à être bénéfique. Et après, par contre, en effet, la patiente doit continuer à s'exercer chez elle. Les séances n'ont plus lieu d'être, puisqu'en général, les exercices, ils ont été faits et refaits, ils sont maîtrisés. Mais au bout d'un moment, quand même, la voix se pose et les patientes n'ont plus vraiment besoin de s'exercer. Donc oui, peut-être que finalement, sur une année, il y a un petit peu d'entraînement. Et puis au bout d'un moment, la transition se fait. Et puis voilà, on a une plasticité quand même des cordes vocales qui fait que, à force de s'exercer, ça modifie un peu le timbre, la résonance, voilà. Très bien, super, super intéressant, merci. Merci. Ouais, je vais peut-être m'entraîner pour avoir une voix un peu moins basse. Ça, c'est pas très grave, c'est ta voix en même temps. Ça non, peut mais aussi, bien sûr. Même quand on n'est pas en ouais, transition. Carrément. Ouais. Mais par contre, tu pourrais nous donner en effet je savais pas qu'on des pouvait petites astuces pour travailler notre voix, Tout à fait, on pourrait se faire des petits échauffements vocaux. Élocution aussi un petit peu. Tout à fait. On a tendance à parler un peu vite. Faut pas qu'on se casse les cordes vocales en manif. Voilà. Ouais, parce qu'on fait du forçage. C'est ça. Et que tu parlais de cris... De cris primal. De cris primal, Ouais. Voilà. Donc faire attention aux cordes vocales. C'est très fragile, les cordes vocales. C'est vrai. Écoutez, je vous propose qu'on se réécoute un petit morceau. Mais pas de problème, Caro. On va écouter un morceau. Donc, alors, ses membres, donc le groupe s'appelle Ciel. Ses membres sont originaires des Pays-Bas, d'Espagne, du Royaume-Uni. C'est un trio indie rock. Mais finalement, elles se sont rencontrées dans la côte sud de l'Angleterre, à cheval sur un bagage créatif de 3 pays, sans vraiment se sentir appartenir à aucun d'entre eux. La musique de Ciel a une qualité à la fois tenace et fraîche, sombre et parfois tranquillement glorieuse, puisant ses influences dans le grunge des années 90, le gothique, le shoegaze. On va écouter le morceau Shut in My Body, pardon. Et si vous aimez bien, elles seront en concert le mercredi 7 février avec The Melenas au Tetris. Donc on écoute Shut in My Body de Ciel. Et vous êtes de retour dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio. C'était Ciel, Shut in My Body. Voilà, ce soir, on vous a prévenu, c'est un peu la bagarre. On a plein de
de choses sur lesquelles on n'est pas contente, plein d'états d'âme à vous partager, des luttes. C'est un peu toujours le cas d'ailleurs, mais ce soir particulièrement. En même temps, il faut dire que l'actualité ne nous aide pas. Hein. Rien n'est fait pour qu'on soit calme et on soit gentil et docile. Hein. C'est sûr. Donc on va être des féministes encore qui vont faire peur aux hommes ce soir, mais désolé. Mais... Bon, ils sont fragiles, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Donc Marine, après s'être échauffé les cordes vocales grâce aux recommandations de Laura. D'ailleurs, on précise que c'est remboursé par la sécurité sociale. Ouais, l'orthophonie. Voilà, on m'a posé la question. Ce qu'on vient d'aborder tout à l'heure, parce que Laura l'a abordé tout à l'heure. Sont remboursés entièrement par la Sécu. Oui. Merci la Sécu. Marine, du coup, tu voulais pousser un cri primal. Oui, voilà. Alors, il faut savoir que j'ai écrit 4 versions de cette chronique. La première pouvait me faire ficher S. La deuxième pouvait être assimilée à de l'apologie du terrorisme. Et la troisième n'était qu'une répétition sur 10 pages de Darmanin démission. Ce qui, avouons-le, fait du bien. Oui, mais c'est pas très constructif. Voilà. D'ailleurs, on peut le dire, Darmanin démission, ça fait toujours du bien. Voilà. Quelle époque, hein ? Alors, est-ce que j'ai un trouble anxieux ou est-ce juste le fascisme ? Se demande sur Instagram l'artiste BDiste Tamos le Thermos, auteuriste de la BD Genderflou. Alors, je sais pas vous, mais je me suis reconnue. Parce que sincèrement, je ne sais pas par où commencer. Il y a quelques jours, j'ai prévenu Caroline que j'allais faire une chronique sur l'apologie de Gros GG Fierté Nationale de Pardieu, par Manu Bonisseur de la Batte, notre OSS numéro vert manager en chef, et le lien avec l'abjecte loi contre l'immigration, copier-coller des propositions de Le Pen père. Parce que, à l'origine, le président était venu sur le plateau de C'est à vous pour parler de cette loi inique, votée par le Rassemblement national, les mal nommés Républicains, les plutôt bien nommés Renaissance, le MoDem et Horizon Boucher, le parti d'Édouard Philippe. Et là, parce qu'il l'avait demandé en amont, voici qu'il se lance dans une défense envolée de Gérard « J'aime la Russie et Poutine est mon pote », en disant que l'acteur qui a tenu des propos abjects sur une enfant, notamment, tout à fait, était notre fierté nationale. Ouais, ça jette un petit... Alors, rappelons tout de même, parce que c'est cocasse, que tout ceci a été filmé en Corée du Nord, par l'écrivaillon Yann Mox, qui avait comme hobby plus jeune de faire des caricatures antisémites et qui voyait son documentaire sur Depardieu comme un chef-d'œuvre. Voilà, c'est complet comme ça. Alors évidemment, il y a eu des contestations, mais aucune n'a vraiment fait le rapprochement avec la loi contre l'immigration, ou alors en disant que la sortie du président était un contre-feu pour déplacer la polémique. Je pense au contraire qu'elles sont intimement liées et participent de la même vision suprémaciste et masculiniste. Pendant toute la promotion de la loi, sur tous les plateaux télé, l'argumentation sur les violences sexistes et sexuelles comme prétexte à la loi n'a cessé d'être avancée. L'étranger, masculin, noir et ou arabe, est présenté comme un prédateur sexuel dont la population française, blanche, devrait se protéger. Tout cet imaginaire n'est que la répétition de notre refoulé colonial. Même terme, même vision. Et il serait naïf, au mieux, de ne considérer que cette vision ne s'étend pas à l'ensemble des populations racisées. Et puis là, sortie du président. Alors elle est loin, la grande cause du quinquennat. Ah, elle est partie loin. Oui, rappelons-le, la grande cause du quinquennat, c'était les violences, la lutte contre les violences faites aux femmes. Là, on peut dire que sa cause, c'est les violences faites aux femmes. Tout simplement, pas de lutte contre. Alors, cette sortie dit aussi ceci. Nous ne luttons pas contre les violences sexistes et sexuelles, mais nous utilisons vos revendications et vos luttes comme prétexte à nos politiques racistes. Un peu comme ce slogan de génération identitaire, nous devons protéger nos femmes. Voilà. Et puis la semaine dernière, bim, réarmement démographique. Alors là, il paraissait un peu loin le Gérard d'un coup. Après le réarmement économique avec France Travail, le réarmement civique à base d'uniformes et de Marseillaises en rang, voici le réarmement démographique. Le plus vieux de tes jeunes présidents ressort le slogan du maréchal en mode titre PowerPoint. Déjà, premier point. S'il y a réarmement, c'est qu'il y a eu désarmement. Et s'il y a besoin d'armement, ça signifie que nous sommes en guerre. Alors, contre qui exactement ? Contre les utérus. Voilà, ou pas que. Parce que soyons clairs,
il ne parle pas des femmes ici. Il parle de certaines femmes qui doivent faire des enfants. Celles en couple, déjà. Des couples qui souffrent d'infertilité, donc hétérosexuels. Attention, je ne dis pas que les couples LGBTQ ne souffrent pas d'infertilité. Mais quand tu nommes une homophobe notoire qui a participé à la manif pour tous... Au travail ? Voilà, non, à la santé. À la santé. À la santé, tu parles pas de ça. Voilà. Voilà. Ah, je me suis perdue. Excusez-moi. C'est ma faute, excusez-moi. Oh, bah, bon, c'est pas... Et puis, il y a Aurore Berger aussi qui l'a dit. Les femmes ne se préoccupent que trop tard de ces questions lorsqu'elles travaillent. Ah bah oui. Donc, diplômées et ou de classe moyenne. Et enfin, blanches. Comment ne pas l'envisager quand au même moment une campagne de stérilisation des jeunes femmes à Mayotte est promue par le même gouvernement qui veut en même temps réarmer démographiquement l'Hexagone? Comment ne pas le comprendre après la loi contre l'immigration? Il s'agit ni plus ni moins qu'une acceptation de la théorie fasciste du grand remplacement. Alors oui, je crois que moi aussi, je ne sais pas si c'est un trouble anxieux ou si c'est le fascisme. Je suis horrifiée par le traitement médiatique et politique sur la Palestine et à quel point les propos génocidaires qui ont parsemé la campagne électorale, notamment avec la remigration de Zemmour, ont tellement été acceptés que l'on accepte aujourd'hui l'inacceptable et que certains rêvent de faire ici ce qu'Israël fait là-bas. Et je ne le dis pas en l'air. Le 11 octobre dernier, le sénateur Stéphane Ravier, ancien FN aujourd'hui à Reconquête, a interpellé le ministre de l'Intérieur au Sénat en disant, après avoir dit qu'il fallait avoir une réponse similaire à celle d'Israël, radicale et impitoyable, « Allez-vous inverser l'immigration qui alimente le soutien du Hamas chez nous? Allez-vous ordonner la dissolution des collabos du Hamas? Allez-vous mettre hors d'état de nuire cette 5e colonne ? La gangrène est déjà partout chez nous, et la gangrène, on l'élimine ou on en crève. Nous ne sommes pas le pays des lumières, nous devenons le pays des ampoules pétées, et avec l'augmentation du prix de l'électricité, nous allons finir par être le pays des lumières éteintes. » Là, oui, clairement, je pense que ce que tu dis, c'est... Bam. En effet, ça détourne en effet le débat, cette question de réarmement démographique, même si c'est quand même très grave ce qui a été dit. Sur, je pense, le vrai problème de fond du moment, c'est tout ce qui se passe en Palestine et 10 000 enfants morts, quoi. Voilà, je pense que juste ça, en fait, tous les autres sujets n'ont aucune importance et voilà, le gouvernement arrive bien à faire passer du coup d'autres choses qui paraissent d'un seul coup beaucoup moins importantes. Bah ouais, voilà. Et puis non, mais on peut quand même saluer la France qui a accueilli 2 enfants palestiniens en hospitalisation ici. Ils étaient tellement fiers qu'ils ont communiqué dessus. Ah, voilà. Ah, mais ils sont... Ouais, pardon. Ouais, c'est affligeant. C'est affligeant. Voilà, pays des droits de l'homme. Parce que oui, ce qui est affligeant, c'est qu'ils soient bien évidemment contents d'avoir accueilli seulement 2 enfants. Bien. Non, mais Marine, j'ai pensé que tu allais dire des gros mots et non, mais je me suis et Macron démission. Et... mais on peut le redire tout ensemble, si vous voulez. Darmanin démission, Attal seum, tu vois, des choses comme ça. On est créative. Alors, non, ça, je l'ai piqué aux lycéens qui ont bloqué leur lycée vendredi à Paris avec une magnifique banderole Attal seum. Je trouve que nos jeunes ont du talent. Ouais, pas mal. Eh bien, écoute, je vous propose qu'on se partage des petites recommandations éventuellement, et notamment, même si le sujet est un petit peu éloigné, ce week-end, je me lance. Ce week-end, donc il y avait le festival littéraire Le Goût des Autres au Havre, avec pléthore de rencontres, de lectures musicales, de spectacles et j'en passe. Et je suis allée faire un tour à la librairie La Galerne pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait sur les étals dans le cadre de ce festival. Et du coup, je suis tombée sur un bouquin de Tania de Montaigne, un bouquin qui a été aussi illustré en bande dessinée qui s'appelle Noir. Et en fait, c'est la vie méconnue de Claudette Colvin. Donc ça se passe en Alabama et c'est en fait l'avant Rosa Parks. C'est la Rosa Parks avant l'heure qu'on ne connaît pas, qu'on connaît moins.
Et alors pour tout vous dire, je l'ai acheté ce week-end, donc j'ai pas fini de le lire, mais déjà de ce que j'en ai lu, je trouve que c'est déjà ça montre un pan de l'histoire qu'on ne connaissait pas, parce qu'on connaît Rosa Parks, voilà, qui n'a pas voulu laisser sa place dans le bus à l'époque où les Noirs et les Blancs étaient séparés en Alabama et aux États-Unis de manière générale. Voilà, c'était une femme noire, pardon, elle n'avait pas voulu laisser sa place dans le bus et ça avait généré toute une révolte citoyenne. Et donc, en fait, avant cette histoire de Rosa Parks, il y a eu des prémices de femmes comme ça qui s'étaient révoltées pour dire non, je ne laisserai pas ma place à un blanc dans le bus. Et il y avait notamment cette jeune Claudette Colvin. Donc, c'était en 54 ou 54, je crois, 1954. Et donc, elle avait été jugée, donc emprisonnée, jugée. Elle avait une amende. Enfin voilà, derrière, elle a eu beaucoup de complications. Mais en fait, mine de rien, ce qu'on ressort un peu de ce bouquin-là, c'est que si Claudette Colvin n'avait pas été là, peut-être que Rosa Parks n'aurait pas eu le même retentissement dans son action. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres, un petit coup de cœur à nous partager, un livre que vous avez lu, que vous avez bien aimé, un podcast que vous avez écouté, une chanson, un spectacle, quelque chose? Et moi je redécouvre, j'ai un peu de retard sur Binge Audio, donc les podcasts Le Cœur sur la table. J'ai découvert aussi via Le Cœur sur la table, Le Cœur en live en fait avec Juliette Drouard qui a écrit le livre Sortir de l'homosexualité, qui est très très intéressant. Et aussi, toujours sur Binge Audio et sur le podcast Les couilles sur la table, des cours particuliers avec Pablo Bli Preciado, qui est un philosophe de talent et qui sont très intéressants et qui m'ont beaucoup plu. Sinon, il y a aussi la saison 4 de True Detective qui est sortie avec Jodie Foster sur Prime Video. J'ai pas encore regardé, mais j'espère qu'elle va tout déchirer comme d'habitude. Et sinon, on m'a conseillé aussi une autrice de romans graphiques qui s'appelle Myrion Mal. On avait déjà parlé pour Commandant Culotte et d'autres. Donc voilà, pour les petites recommandations. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de continuer notre aventure musicale, Marie, si tu le veux bien. Tout à fait. Alors, on va écouter un morceau de Lambrini Girl qui s'est formé dans les marais de la côte ouest anglaise. Envolées du nid avec le rêve de faire vibrer toutes les filles du pays, elles sont devenues le groupe le plus gay à avoir remporté 50 concours Eurovision consécutifs. Inspirées par des groupes comme Savages, Le Tigre ou encore les Spice Girls, les Lambrini Girls n'ont pas seulement l'intention de mettre le feu à votre poubelle, elles veulent aussi créer des espaces lors des concerts pour ceux qui ont l'impression qu'il n'y a pas encore de place pour eux. C'est punk radicalement, viscéralement, consciemment. Et je viens d'apprendre qu'elle jouerait sur le Fall Weather Festival qui a lieu le 17 et 18 mai au Havre. Oh, quelle avant-première, Marie, tu nous régales. Et donc je suis très contente. On va écouter le morceau Laid Laid Laids. Running
vous êtes de retour dans le chant des sirènes de la bagarre sur Westrack Radio. On pourrait s'appeler ce soir les sirènes de la bagarre ou, je sais pas, octogone des sirènes, plutôt. Mais voilà, c'était le groupe Lambrini Girls qui donc serait a priori, selon, voilà, c'est même sûr, l'information du soir en concert cette année, bientôt au mois de mai, c'est ça, Marie ? Ouais, pour le Fall Weather Festival. Le Fall Weather Festival, donc je pense qu'on en reparlera d'ici là. Et comme voilà, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas contente du tout ce soir. Et mais en même temps, ça fait longtemps qu'on n'est pas contente. Oui, réarmement des sirènes. C'est vrai. Et en plus, non seulement on n'est pas contente, on n'est jamais contente. Et puis en plus, on fait peur aux hommes maintenant. Alors bon, bravo. Mais du coup, ça me faisait penser à une BD là que j'ai lue, qui est pas du tout récente, qui s'appelle Une féministe révolutionnaire à l'atelier. C'est une bande dessinée scénarisée par Fabienne Lauré et Philippe Guillaume et qui est illustrée par Elena Villard. C'est sorti aux éditions La Boîte à Bulles. Je crois que ça, c'est pas tout récent. Et en fait, c'est une histoire de lutte, forcément. Et en fait, ça se passe dans les années 70. Enfin, en tout cas, ça commence dans les années 70, donc après mai 68. Fabienne Lauré, donc, se fait embaucher aux usines Renault-Flin dans les Yvelines. Et afin de faire entrer des militants maoïstes dans les usines, elle se fait embaucher d'abord pour une action, on va dire, de militantisme. Et puis, ce qui devait être une enquête sur les conditions de travail et la proposition d'outils de lutte aux ouvriers deviendra finalement la trajectoire d'une vie. Parce qu'elle va passer plus de 36 ans dans les ateliers de couture et au comité d'entreprise de l'usine. Et dans cette BD, Fabienne Lauré retrace une vie de lutte syndicale et féministe, de l'obtention du samedi comme jour de congé, parce qu'avant, sachez qu'on travaillait beaucoup plus, jusqu'à la modernisation des outils de production. Et donc, c'est un vrai journal, en fait, un journal de bord de ce qui se passait à l'usine des années 70 à 90. Et ça raconte la condition ouvrière, les discriminations sexistes, bien évidemment, à cette époque-là, qui la révoltaient, sans oublier un fort racisme très omniprésent, parce qu'à cette époque-là, il y a eu une grosse vague migratoire avec beaucoup d'ouvriers dans l'usine. Et donc, c'était déjà un peu le début d'une grande vague de racisme bien dégueulasse. Et voilà, donc c'est un beau témoignage, à la fois personnel, intime, sociologique, historique, notamment à l'heure de la fermeture du site de Flins. Voilà, une petite lecture assez sympa. Marine, tu voulais nous partager quelque chose aussi, je crois. Oui, plusieurs choses. J'en ai parlé dans la chronique, mais j'ai découvert, pour tout dire, ce matin, l'auteurice Tamos le Thermos. J'ai pas lu j'ai pas eu la ref. Tamos le Thermos. Tamos le Thermos. Okay. Vous pouvez suivre sur Instagram. Je me reconnais sur pas mal de trucs parce que il aime bien fumer. Donc je me suis reconnue sur pas mal de trucs. J'ai beaucoup rigolé. Donc déjà, je voudrais remercier Tamos le Thermos de m'avoir fait rire aujourd'hui. Et sa BD, c'est Gender Flu, que je n'ai pas encore lu, mais que je suis sûre que c'est super si c'est aussi drôle que ses posts sur Instagram. Et je voulais aussi, comme j'ai déjà dit ici, mais le dernier épisode du podcast Minuit dans le siècle, consacré au fascisme. Oui, ça c'est beaucoup moins. Si vous voulez vous enjailler, il y a un super podcast sur le fascisme. Le dernier épisode est consacré à Viktor Orban, qu'on a tendance à pas très bien connaître en France, qui est le président hongrois, qui est pour nous d'extrême droite. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que c'était un homme de l'extrême centre. Donc je trouve que sur l'urbanisation de notre société, c'est intéressant d'écouter ce qui s'est passé en Hongrie, même si les choses sont complètement différentes, puisque c'est un ancien pays de l'URSS, etc. Donc on n'a pas du tout les mêmes trajectoires. Mais je trouve que c'est très intéressant. Puis c'est toujours un plaisir d'écouter Minuit dans le siècle, voilà. Je veux dire, c'est toujours un plaisir d'écouter parler du fascisme. Voilà. Mais non, mais moi j'ai des hobbies de merde. Oui. J'ai des hobbies de merde. On sait. On sait. Ouais. Et en parlant de ça, je vous conseille aussi le complément d'enquête sur Jordan Bardella. Ah ouais, je vais me le
faire en 30. Où on se rend compte à quel point ils ont une facilité à se balancer les uns les autres qui est assez fascinante. Parce que son ancien conseiller en com qui dit que c'est une coquille vide complètement con qu'il a appris à parler, je me dis waouh, il y a des gens qui... Mais ouais, ils n'ont pas de patrie. Enfin, Ouais. si, justement. Ouais. Après, bon, je serais élu, je pense que je regarderai derrière mon épaule en rentrant le soir, mais Ouais. voilà, j'étais C'est quand clair. même assez épatée qu'il balance comme ça. Et ici, j'ai une recommandation de film. Voilà, j'ai vu il y a pas très longtemps le film Nope, par les mêmes réalisateurs que toi, tu l'as vu aussi. J'ai regardé la T'as semaine Netflix. dernière. Yes. Exactement. Et c'est le réalisateur de Get Out, et j'ai plus son nom. C'est Jordan Peele. C'est Jordan Peele. Oui. Et c'est une histoire d'extraterrestres, et c'est hyper bien. Vraiment, c'est très bien filmé. C'est une histoire de science-fiction qui est vraiment chouette. Et voilà, c'est un très très bon film. Jordan Peele, c'est bien. Jordan Peele. Bon, pour une fois, je me suis pas trompée de nom parce que la semaine dernière, il y a 2 mois, j'avais dit que les Sœurs Brontë, c'était. Oui, tu t'étais trompé, on avait tous remarqué, on n'avait rien voulu vous dire. avez rien Ah bah dit. oui, Bah non, bah Alors, non, les non. Sœurs Brontë, c'est Charlotte, Émilie et Anne. J'avais oublié Anne. Non, mais on n'a pas voulu dire sur le Voilà. moment parce qu'on voulait pas non C'est plus clair. voilà, te tourner au ridicule. Mais Mais oui, je sais bien. je pense que ça n'a empêché personne de dormir. Tout va bien. Les fêtes de Noël sont bien passées. Je quand suis même. en insomnie depuis 2 mois. Ouais, ouais, j'imagine. J'imagine. Et c'est vrai qu'on parle souvent de des lectures, des films, des livres qu'on peut voir et apprécier ici. Et puis souvent des podcasts, parce que forcément, quand on fait de la radio, on aime aussi beaucoup en écouter. Et on est un peu génération podcast ici. Il y a quelques épisodes, je vous avais parlé d'un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle Somnifère. Entre parenthèses, c'est un podcast qui aide à s'endormir et à se détendre. Ah oui. Et je m'étais amusée un peu à le détourner. Excellente Voilà. chronique. Ouais, vous attendez pas, c'est pas pareil. J'ai pas prévu de faire ça ce soir. Non, mais... Voilà. Donc oui, voilà, c'était un petit podcast que j'avais détourné pour adresser un message subliminal, enfin quoique pas très subtil, mais à la jante masculine. Et il y a un autre podcast, alors pour le coup que j'aime aussi beaucoup et que j'écoute assez souvent. C'est un podcast vraiment qui me touche énormément. C'est un podcast qui parle d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Voilà, je vais vous le faire avec la voix un peu du podcast. Les baladeurs, aventures et mésaventures en pleine nature. Alors comme ça pourrait faire un petit peu, je sais pas, érotique ou quoi, mais pas du tout. Donc c'est pendant presque 1 heure. On est comme posé au coin du feu. Il y a une vraie mise en scène sonore. Je sais jamais comment on dit, mais en tout cas, voilà, le son est extrêmement bien travaillé. On peut entendre les voix des curieux et de curieuses de plein air, des aventuriers, des aventurières qui nous content un fait, un moment qui a marqué leur parcours de vie. Une histoire contée comme ça avec la respiration, l'émotion, les pauses, les hésitations. Et vraiment, rien que d'en parler, en fait, ça me donne des frissons parce que à chaque histoire, on est embarqué. Alors forcément, on nous parle d'aventure, donc c'est facile de partir un peu à l'aventure. Mais moi, c'est souvent des podcasts que j'écoute dans le train, donc encore plus, il y a cette histoire de mouvement. Et vraiment, j'adore. Et pour vous donner un exemple, on peut écouter Apolline Convain, qui a réalisé une traversée à pied du Liban, seule. Donc c'est une femme qui a réalisé seule la traversée à pied du Liban. Camille Etienne, qui est une célèbre, je sais pas comment on peut dire, activiste, influenceuse sur des questions écologistes, qui a rejoint l'Islande en voilier pour documenter la fonte des glaces. Je vous spoil un peu, c'est quand même assez drôle parce que avec beaucoup d'humilité, elle raconte que c'est quelqu'un qui vit à 100 à l'heure et qui est dans le quotidien très prise par ces questions environnementales, qui part partout en Europe, à travers le monde pour défendre les causes environnementales, et que du coup, en fait, c'était extrêmement compliqué pour elle de se poser dans un voilier et de n'être concentrée que sur la navigation, le bateau, son mal de mer à gérer, enfin voilà, tout ça. Donc ça, c'était une histoire assez chouette. Il y en a plein, une qui est très très touchante aussi, Marion Poitvin, qui est une alpiniste d'élite, qui a brisé un peu le plafond de glace lors de sa première expédition avec le groupe militaire de haute montagne en Inde. Donc c'est une femme qui s'est retrouvée dans un groupe militaire de haute montagne composé que d'hommes, avec un accueil plus ou moins mitigé. Et donc elle raconte tout ça, et c'est pas facile, je pense en plus quand on est du cercle militaire, de parler de
alors pas d'agression, mais d'harcèlement moral et sexuel. Et puis on a aussi Isabelle Autissier, alors moi je suis une grande fan de cette navigatrice, et qui parle du tragique Vendée Globe de 96, qui a été un épisode un peu tragique. Et donc voilà, c'est des femmes et des hommes, parce qu'il y a des hommes aussi, je vous ai parlé que des femmes là, mais bien évidemment il y a des hommes aussi qui racontent leurs aventures. C'est des femmes et des hommes qui sont vraiment bourrés d'audace, de folie, de force, de détermination, qui n'ont peur de rien. Alors moi qui ai peur de l'eau, le mal de mer, qui suis frileuse, le genou en vrac, je les écoute en me disant, oh là là, ils sont vraiment trop forts, hein. Moi je serais vraiment incapable de faire tout ça. Puis après je me suis dit, mais en fait, les baladeurs, en fait, c'est des aventures en pleine nature. Mais moi, ma nature, c'est la ville, c'est le quartier de la gare, c'est la piscine, c'est le métro, c'est le béton. C'est tout mon environnement urbain qui peut être aussi un lieu d'aventure et de mésaventure. Et je pense qu'on en a parlé ici à multiples reprises pour les femmes. L'environnement urbain, notre nature à nous, c'est un lieu d'aventure et de mésaventure. Donc finalement, on est un peu des baladeuses du quotidien. Donc voilà, je vous invite à l'écouter si vous ne connaissez pas. C'est là pour le coup un petit bonbon sonore. Mais on les trouve où ces podcasts-là? Là, j'ai pas précisé d'ailleurs, c'est un podcast de Les Others. C'est un média autour de l'aventure. Et tu t'appelais baladeur, Les Others. Et Others, c'est comme les autres en anglais. Voilà, parce que j'ai un très bon accent. Voilà, ça me tenait à cœur de parler de ce podcast. Ça me fait penser à un autre podcast qui s'appelle Chaleur humaine. Je sais pas si je connais pas, non. C'est un peu le même genre de témoignage. Et ça parle toujours de sujets un peu justement nature, fonte des glaces, etc. C'est pas mal aussi. Eh bien, je note. Chaleur humaine. On en a bien besoin. Oui. Moi, j'ai un petit agenda. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Non, mais on est t'es connectés. Voilà. Donc, pour terminer, on va vous proposer quelques événements à venir, des recommandations de sorties au Havre. Tout à fait. Eh bien, déjà, vendredi soir, à partir de 19h, les Celeritas, groupe d'Eurodance mondialement connu, enflammeront la scène du Magic Mirror, suivi de Gérard Bast avec Jarwan. Donc ça, on vous conseille d'y aller, ça va être la folie, c'est leur release party. Ça va être très débile et très drôle. Samedi, au Tetris, il y a une compétition de breakdance qui s'appelle Back to the Roots, c'est l'édition numéro 8. Si vous savez breakdancer et que vous voulez participer à la compète, c'est à partir de 13h30 jusqu'à 18h, il y a tous les infos et la moitié des recettes iront à une association caritative. C'est tout pour moi déjà. Marine, tu avais une date à proposer aussi, je crois. Le samedi 17 février, à la librairie Les Vivants, une super librairie, soyez en passant. Oui. Très belle sélection. Qu'on salue. Très belle sélection d'ouvrages. Oui, très bonne sélection d'ouvrages et de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Et va accueillir la conférence de Sarah Grira, qui est la rédactrice en chef de Orient 21 et sur le thème de l'armement et de la technosurveillance israélienne. Ouais. Voilà. Et c'est encore un sujet vraiment... Je suis la fille la plus fun du monde. non, mais merci. Non, mais c'est super d'avoir... C'est le Havre des Luttes qui organise ça, c'est le collectif Le Havre des Luttes qui organise ça. La librairie n'est pas très grande, donc suivez sur les réseaux, parce que ça va être en réservation, on ne pourra pas être plus de 20 à 30 personnes. Très bien, merci pour le partage. Ce sera filmé et repartagé après. Voilà. Du coup, on se retrouvera dans un mois, donc prochaine émission au mois de février pour la 100e émission des Sirènes. Va falloir qu'on fasse un best-of là. Ouais. Vous avez qu'à réécouter toutes nos émissions, c'est sur internet, on va pas s'embêter à faire un best-of non plus. Ok, d'accord. Non, mais si. Oui, mais le best-of, il serait tellement compliqué sans émission. Je sais. Non, mais voilà, en tout cas, la prochaine émission. On essaie de vous réserver quelques surprises. Ouais, on essaye, on n'est pas parfaite. On vous promet rien. On n'est que des femmes, voilà. La démission de Darmanin. Sur un plateau. On aimerait bien t'offrir ça comme cadeau, Marine, mais je crois que malheureusement, c'est pas possible. Je me dis que plus je répète, c'est un peu comme Bloody Mary. Si je vous dis 3 fois devant le miroir, peut-être que ça va se passer. Beetlejuice. Ou c'est Inception, ça s'insère dans le cerveau des gens. Et puis au mois de mars, du coup, les auditrices qui étaient avec nous ce soir dans le studio, qui nous ont écoutés attentivement, viendront partager les micros avec nous. Donc on a hâte de les entendre. Donc là, on vous donnera rendez-vous au mois de mars. Merci, mesdames, de nous avoir accompagnés ce soir. Et puis, merci aussi, mesdames les sirènes, d'avoir été là ce soir et de nous avoir encore enchanté les oreilles. Merci à toi, Caro, de nous porter à chaque fois sur tes nageoires. Oh là là. Et bravo, Marie aussi.
Merci. Voilà, bravo. Enfin, oui, on commence 2024, on se dit, voilà, bravo, vous êtes ça. exceptionnel. L'année commence très bien, voilà. Tout va bien se passer. Et donc, comme d'hab, on va terminer en musique et puis on vous dit au revoir, à très bientôt. Et Marie, on te laisse nous présenter le dernier morceau. Tout à fait. Alors, incroyable, parce que sur les 5 morceaux, il y a quand même 3 groupes qui vont jouer prochainement au Havre. On croirait que c'est pas fait exprès. Incroyable. Je pense que j'ai des dons de médiumnie, je ne sais pas. Du coup, on va écouter un petit morceau de Venin Carmin qui jongle entre tension et mélodie, entre dark pop, post-punk, new wave et électroclash. Véritable défouloir purificateur, la colère et le cynisme tiennent une place de choix dans des morceaux tenus par la basse et les synthés. La voix de Lula, son timbre singulier pop et mordant se détache pour mener les morceaux par des mélodies entêtantes et inoubliables, portées par une basse incisive et glacée. Si ça vous donne pas envie de venir au Tetris le samedi 2 mars, le concert sera accompagné aussi de Nost, un très excellent groupe de new wave havrais, et aussi c'est une soirée co-organisée avec le Vulva Festoche et leur collectif Magma, collectif de DJ. Donc il y aura plein de choses, il y aura des tables d'infos, il y aura un DJ set après les concerts, donc on vous conseille de venir. En attendant, on vous laisse tranquille chez vous, derrière vos enceintes ou derrière votre radio. On remercie toutes les filles d'être là et on écoute donc Venin Carmin avec le morceau Pure and Alive, et on se retrouve dans un mois. La 100e, salut.